Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Dans cet épisode hors série, j'ai eu l'honneur de rencontrer Anas Deif, du podcast À l'intersection. Nous avons décidé de tourner la discussion autour de l'expérience du racisme au fil des décennies. La mort de George Floyd aux États-Unis et le mouvement Justice pour Adama ont provoqué un tournant sur la question raciale en France. Car selon lui, désormais on parle clairement de race au sens social du terme, c'est-à-dire un processus d'assignation à une différence hiérarchisée sur le plan racial. Aujourd'hui encore, la prise de parole des personnes racisées plaît peu dans la France. Habituées à nous exclure des espaces de pouvoir et de parole, les personnes qui dénoncent le racisme en France sont perçues comme produisant un nouveau racisme, islamo-gauchiste ou encore communautaire. Et même si en 2018, le mot race a été retiré de la Constitution, cela n'enlève en rien au racisme de France, et l'héritage de l'idéologie raciale perdure aujourd'hui encore. Les recherches commencent à prendre de l'importance en France, même si elles ne représentent que 3% du total des recherches académiques. Anas et moi sommes de deux générations différentes, à l'intersection de plusieurs oppressions, que nous n'avons pas vécues de la même façon. Deux époques qui regardent dans la même direction, celle de la question raciale en France. Nous n'avons pas eu les mêmes outils, ni les mêmes ressources. Donc nous avons décidé de se poser ensemble, d'en discuter. C'est une sorte de discussion croisée sur nos expériences du racisme, de la double, voire de la triple culture. Nous avons deux parcours totalement différents, et nous ne pouvons qu'en apprendre et s'enrichir l'un de l'autre. Bonjour Anas, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Priska, ça va super, merci. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs et les auditrices de Les Enfants du bruit et de l'odeur? Oui, bien sûr, du coup je m'appelle Anas, j'ai 25 ans, je viens de finir mon master en journalisme et pendant ma première année de master, j'ai fondé le podcast À l'intersection. Le podcast À l'intersection donne la parole aux diasporas maghrébines, afrodescendantes et asiatiques dans toute leur intersectionnalité. C'est-à-dire qu'on va parler de sujets comme les violences policières, le fétichisme racial, les violences médicales, les micro-agressions, mais on va parler de sujets plus fun comme l'héritage des cyber ou encore les chroniques Facebook. Donc c'est vraiment une façon de valoriser les différentes expériences des communautés racisées et leur laisser un espace d'expression où elles peuvent se sentir représentées. Alors, comment était Anas petit? Anas petit, c'était un Anas tout timide, tout discret, qui voulait pas faire de vagues, qui voulait pas se faire remarquer et qui avait l'ambition de réussir dans la vie, mais qui ne savait pas trop comment faire parce qu'il n'avait pas vraiment de modèle de réussite. Donc voilà, c'était ça, le Anas petit qui savait pas comment se situer sur le plan racial par exemple, qui savait pas quelle était vraiment son identité parce qu'il avait un peu le cul entre deux chaises, désolé de l'expression, entre la France et le Maroc, et qui essayait un peu de grappiller son identité par-ci par-là en espérant que ça fasse un beau patchwork, voilà tout simplement. Et voilà, donc j'ai un peu beaucoup parlé de moi. Donc avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que toi, Priska, tu peux nous parler du podcast Les Enfants du bruit et de l'odeur? Alors, c'est pas venu d'un coup, hein, c'est venu par de nombreuses petites choses. Les enfants du bruit et de l'odeur, comme tu dis déjà, le titre fait référence au discours de Jacques Chirac, prononcé en fait le 19 juin 1991, le discours d'Orléans, où il disait que le travailleur français qui était sur le même palier que des personnes immigrées qui avaient plusieurs enfants, qui profitaient, on va dire, des prestations sociales, qui n'avaient pas la même culture et qui en plus de ça étaient bruyants, et aussi les odeurs qui en venaient avec. Et ben en fait, il devient fou, et ça se comprend. Comment voulez-vous que le travailleur français
qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français... Et en réalité, ce discours de 1991, déjà, il n'a pas démarré en 91. Déjà dans les années 80, dans les années 70, c'était courant d'avoir ce type de discours. Ce qui a été choquant là, pour moi, c'est que j'avais 9 ans et que c'était en fait un homme politique français qui disait ça ouvertement en parlant des personnes racisées qu'il mettait dans l'amalgame de l'immigration de toute façon en général. Donc voilà, c'était suite aussi à on va dire un mini trauma qui s'est passé face à la télévision française dans les années 91. Donc c'est quelque chose qui était resté parce que pour moi, il parlait en fait des personnes racisées en général. Et ce discours, comme je disais, en fait, que Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, plusieurs hommes politiques ont régulièrement ressorti ce type de discours, pas avec les mêmes termes, mais des mots similaires et qui voulaient toujours remettre en cause que tous les problèmes de la France venaient forcément des personnes issues de l'immigration. Les séparatistes. Voilà, exactement. L'indigénisme. Voilà, les banlieues au c'est Karcher. ça, exactement. La racaille. Mais la racaille, c'est pareil, c'est un terme qui était déjà employé dans les années 70. C'est pas Nicolas Sarkozy qui l'a inventé. Quand on parle de racaille, en fait, on parle de personnes racisées en général. Donc, quand on parle de banlieue, c'est pas la périphérie de la France, c'est les personnes racisées en général. Donc voilà. Donc c'est des vocabulaires qui sont constamment, qui reviennent régulièrement en fait sur le territoire, en France du moins, dans les médias, par les hommes politiques et même par les personnes lambda qui l'entendent et qui le réutilisent. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a employé en fait, qu'on a appelé ce podcast Les enfants du bruit et de l'odeur. Et pourquoi le podcast ? Justement parce que moi, quand j'étais petite, en fait, j'ai vécu, j'ai été témoin et j'ai été aussi victime d'agressions racistes, que ça soit verbales, non verbales, que ça soit par des comportements, par la désorientation. Donc ça a commencé très petit, en fait, à l'école. Et quand j'ai eu mes enfants, je me suis rendu compte que les choses n'avaient pas beaucoup changé et que elles aussi vivaient en fait les mêmes agressions que moi. Donc à partir de là, je me suis dit c'est pas possible. Il va falloir en parler, il va falloir faire quelque chose parce que dès la petite enfance en fait, c'est là que le racisme est vécu pour les premières fois par les enfants racisés, en tout cas vraiment agressivement, et c'est là aussi que les choses se transmettent, que l'institution scolaire en fait continue à perpétuer des comportements, des préjugés et des choses racistes quoi. Mais c'est dingue que tu dises ça. Enfin c'est très vrai parce que même Fatima Wassak l'expliquait dans son livre La puissance des mères que il y a une hiérarchisation raciale qui est faite en fait parfois dès la maternelle en fait, dans le sens où c'est très vite des petites réflexions sur la couleur de peau, sur les cheveux d'enfants qui ont 3, 4, 5 ans et en fait cette hiérarchisation raciale finalement elle est pas vécue directement mais elle rentre dans l'inconscient, dans le subconscient et c'est ça qui est encore plus compliqué. Alors, je voulais juste revenir sur un petit point concernant l'école. Derrière l'école, il y a aussi une histoire. L'école n'est pas un lieu neutre. Il y a une histoire par rapport justement à la colonisation, aux personnes racisées. Par exemple, quand tu regardes en fait dans les archives, la façon dont l'école voyait les personnes racisées dans les colonies, il y avait un côté justement des personnes inférieures, des personnes à éduquer, des personnes qui devaient perdre leur langue, devaient perdre leurs habitudes, devaient perdre leur culture. C'est pour ça que l'histoire des institutions est importante, parce qu'en fait, une institution, elle porte aussi le poids de son histoire. Donc, à partir de là, si on ne l'analyse pas, si on ne la déconstruit pas, au fil des générations et au fil du temps, ça ne se fait pas tout seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même en France, la façon dont l'école est construite, la façon dont on enseigne à l'école,
il ne faut pas oublier que il y a aussi cette histoire derrière, des histoires en fait de classe et des histoires de race. Voilà. Donc toi, tu fais comment finalement pour aborder ce sujet-là avec tes enfants? Par rapport à mes filles maintenant, faut se dire aussi qu'au tout début, je ne l'avais pas abordé, on va dire naturellement, parce que naïvement, je pensais pas que de leur génération, elles allaient aussi avoir les mêmes problématiques, on va dire, que moi petite. Du coup, c'était un tort de ma part de pas leur avoir parlé de ça assez jeunes, parce que une fois qu'elles ont été confrontées au racisme, elles ont attendu avant de l'aborder, parce que ça a été d'une violence pour elles. Et du coup, quand elles sont venues me voir, ça a été assez difficile. Elles avaient déjà subi plusieurs agressions racistes. Comment je l'aborde aujourd'hui? Pour moi, c'est très important qu'elles sachent qui elles sont, d'où je viens, et l'histoire de Madagascar de par ma bouche, de par mon récit, parce qu'il faut reprendre en fait le récit de nos histoires, de nos vies, et pas être perçu à travers le regard de l'autre, parce que le regard de l'autre, il est aussi rempli de stéréotypes, de préjugés et de méconnaissances. Et du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que tu estimes que dans ta génération, t'as eu les outils pour combattre le racisme? Est-ce que quand tu rentrais à la maison et que t'en parlais à tes parents, ils te disaient quoi faire ou comment réagir? Alors, moi, c'est différent, tu vois, la différence entre toi et moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était que moi, je suis née à Madagascar. Pour moi, j'étais la norme dans le pays où je suis née, donc je me suis même pas posé ce type de questions. Quand je suis arrivée à 9 ans, c'est là où c'est arrivé. Clairement, c'était un tel choc que je suis venue directement voir ma mère en me disant mais il y a un problème, pourquoi elle me dit ça? Ça a été très clair pour ma mère, elle m'a tout de suite expliqué en fait que oui, il y avait des personnes qui étaient qui avaient des comportements racistes. Donc on a eu ce type de conversation avec ma mère, oui. On a eu plusieurs fois et elle me disait, elle rigolait un petit peu en me disant mais Madagascar c'est pas ça, voilà justement. Mais on déconstruisait pas de cette façon-là. Elle me disait toujours tu sais, c'est pas chez toi ici, toi t'es malgache, donc après voilà, elle me disait il y a des Français à Madagascar, on les traite pas de cette façon. Elle me faisait quand même comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on va dire. Parce que oui, il y a plein de Français à Madagascar et que les Malgaches ne les traitent pas de cette façon. Et elle me disait, le savoir-être à la Malgache et le, voilà. Elle me dit, on n'accueille pas ses invités de cette façon. Voilà. Et j'avais bien compris que, j'étais une invitée ici, pas pour tout le monde, toi, mais en tout cas, on n'accueille pas l'autre de cette façon. Voilà. Moi, c'est un peu différent de toi. Après, nos histoires sont différentes. Moi, mes parents sont arrivés en France. Mon père à milieu des années 80, ma mère en fin 92, un peu avant Noël. Elle était là pour le rêve européen, voilà. Et en fait, elle s'est très vite heurtée à la réalité des choses. Et moi, en grandissant, j'ai grandi dans un environnement très très riche culturellement, avec des gens de toutes les origines. Donc finalement, on était beaucoup de Noirs, d'Arabes dans la classe et je m'étais jamais posé la question parce que finalement, on m'avait jamais vraiment fait comprendre là où j'habitais que j'étais arabe ou que j'étais pas français. Pour moi, j'étais moi-même. Je me questionnais pas là-dessus et mes parents non plus. Pour eux, on était des Marocains en France. Voilà, j'étais né en France, mais j'étais quand même marocain et ça me gênait pas plus que ça. Et finalement, en grandissant, enfin aujourd'hui, maintenant qu'on parle, je me rends compte que, comme tu disais, l'institution scolaire nous a très vite ségrégés. C'est un mot fort, mais c'est la vérité. Et que par exemple, la majorité des Noirs et des Arabes finissaient en professionnel. Qu'on n'avait pas vraiment le droit de disposer de l'espace en fait qu'on avait, parce que on était vus très vite comme des sauvages. Tu courais un petit peu dans la cour et tout de suite arrête-toi, sauvage, machin. Alors que quand moi je passais devant des écoles primaires dans des beaux quartiers parisiens et que tu voyais un peu à travers la grille, tu voyais des enfants courir partout et personne ne leur disait rien. Ça par exemple, c'était quelque chose qui m'avait frappé, mais que j'avais pas ni verbalisé ni vraiment conscientisé. Je sais que ça restait un peu dans mon subconscient. Et en fait, mes parents m'ont jamais vraiment parlé de racisme. Ma mère me disait, en fait, parfois elle se retrouvait au supermarché face à une dame un peu méchante et elle disait elle est raciste. Donc pour moi le racisme c'était une question individuelle. C'était quelqu'un qui est méchant, voilà, c'est tout. Voilà, il aime pas les Noirs, il aime pas les Arabes, il aime pas les Asiates. Voilà, c'est bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais, disons, me blinder
pouvoir répondre à une agression raciste individuelle si ça m'arrive un jour. Mais j'avais pas cette notion-là de racisme d'État, de racisme systémique. Je savais pas trop. J'y avais jamais pensé. Je pensais pas que il y avait un plafond de verre, que l'ascenseur social était en panne. Pour moi, j'allais bosser dur à l'école et j'allais réussir ma vie. La méritocratie. Exactement, cette belle méritocratie. Et c'est quelque chose que mes parents m'ont aussi inculqué. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était d'un côté nocif parce que je me suis rendu compte très tard du racisme que je subissais finalement. Mais d'un côté, je leur en veux pas. Pourquoi ? Parce que je me dis qu'ils sont venus en France, qu'ils ont un peu tout laissé, ils ont été déracinés, ils ont travaillé dur. Mon père était venu pour finir ses études qu'il n'a pas terminées. Il a bossé dans une station-service. Il se levait tous les matins à 4 heures pour aller travailler. Ma mère se levait tous les matins à 6 heures pour aller garder des enfants qui n'étaient pas les siens. Et du coup, en fait, ils n'avaient pas d'autre choix que de courber le dos et de raser les murs. Et de prendre ce que la France leur donnait, de se sentir reconnaissant. Voilà. Donc, dès qu'il y avait un peu de racisme, ils voulaient pas faire de vagues. Parce qu'ils étaient là, ils avaient cette chance, entre guillemets. Sauf que moi, je suis né en France et je me suis senti français, je me sens encore français, je me sens aussi bien français que marocain, moi, j'ai pas besoin d'être reconnaissant parce que je suis né en France, en fait. Oui. Je suis né en France comme Thomas, comme Clément, comme Mathilde. Donc, moi, je peux pas laisser passer ça. Et en fait, c'est au moment où je suis rentré dans l'enseignement supérieur, à la fac, que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais construit mon identité par rapport au regard blanc. Ce qu'on discutait de ça tout à l'heure, les enfants qui se construisent par rapport au regard blanc, c'était exactement la même chose. Et c'est-à-dire que j'ai compris que j'étais arabe en fait, que j'étais maghrébin, qu'on me voyait comme arabe déjà. Ouais, Je savais même pas la différence maghrébin, entre maghrébin, ils savaient pas que en fait j'étais à moitié amazigh, donc à partir de là, mais c'est à ce moment-là et où on venait me parler, on me disait mais tu viens d'où ? Ah, je suis du 19e arrondissement de Paris. Non, mais vraiment, tu veux connaître mon quartier peut-être ? Non, mais tu viens de quel pays ? Et là, je me dis, ah ok, tu vois, c'est à ce moment-là, cette question-là, en fait, elle m'était jamais venue à l'esprit. Et même, par exemple, quand il y avait un policier qui venait nous contrôler, je me disais pas que c'était à cause de mes origines. Parce que pour moi, c'était ce que je vivais quotidiennement. Et c'est en arrivant à la fac et en voyant en fait la différence de traitement qu'il y avait entre les personnes blanches et les personnes noires, arabes, asiates, que je me suis rendu compte que j'étais une personne racisée en fait. Ouais. Voilà, il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas ce terme. Moi, ce terme, je trouve qu'il est juste parce qu'il désigne une condition sociale finalement. C'est pour ça que j'ai lancé le podcast à l'intersection et que je suis hyper content de discuter avec toi. C'est que je me dis qu'on a l'occasion de déconstruire ça. On est deux générations différentes. Tout à fait. Et finalement, on fait face aux mêmes problématiques. On se rend compte, je disais dans l'introduction que les choses sont en train de changer, mais finalement, elles n'ont pas tant changé que ça. Parce que c'est toujours les mêmes choses à l'école. Je me rappelle, j'étais en licence 3, on révisait dans le couloir un partiel pour l'après-midi, parce qu'il n'y avait plus de place à la bibliothèque, et on était un groupe de Noirs et d'Arabes posés, on était genre 5, et il y a une dame de l'administration qui passe et qui fait « Ah, vous êtes posés au sol comme une tribu sauvage. » Oui. C'est ça. Tu vois, et tu vois, cette réflexion-là, je suis sûr qu'on me l'a déjà faite quand j'étais plus jeune, sauf qu'à ce moment-là, j'ai tout de suite eu la connotation. Je me suis dit, en fait, elle dit ça parce qu'on est noir et arabe. Elle aurait jamais dit ça à des personnes blanches. C'est ça. Puis tribu. Exactement, tribu. Sauvage. Voilà. Exactement. Et encore, je me dis que c'était surtout parce qu'il y avait des personnes noires avec moi. Parce que j'étais le seul arabe. Donc, j'imagine pas s'ils avaient été seuls, tu vois. Je me dis... Non, mais c'est ça. C'est qu'il y a des termes qui sont employés spécifiquement à nous. Et ce qui est assez étrange, c'est que c'est très difficile de faire remarquer à la personne, par exemple, elle va te dire « Non, mais attends, tribu, je l'aurais dit. » Enfin, ça aurait été quelqu'un d'autre. Il faut pas que tu fasses, en fait... c'est toi, tu psychotes. Il y a un problème c'est la façon dont tu perçois, tu es sur la défensive, tu te victimises. Ce mot victimisation. Parlons de ce mot. Voilà. Mais en fait, pas du tout. Il y a des mots... les gens ont du mal à admettre que eux aussi... Parce que nous, en tant que personnes racisées, on s'est construit à travers la colonisation, à travers les images et les stéréotypes, les préjugés coloniales. Mais en réalité, la propagande, elle s'est faite en France, sur ce territoire, ici. Ils avaient des cartes postales. Il y avait une réelle propagande qui a duré plusieurs années
pour faire croire aux personnes blanches sur le territoire en hexagone que, en fait, nous, on était des sauvages, que nous, on n'avait pas les mêmes comportements que les autres, on n'était pas des êtres humains, on était des gens inférieurs. Donc, tout ce lavage de cerveau, toute cette propagande, elle s'est faite ici, et elle s'est transmise. Et on ne l'a jamais déconstruite. Il n'y a pas eu une seule fois un travail de déconstruction au sein, en fait, de la population blanche hexagonale sur toute la propagande coloniale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand cette nouvelle génération parle, quand toi et moi parlons de ça, tout de suite, en fait, on va nous taxer de séparatistes et d'indigénistes et je ne sais quel autre terme, islamo-gauchistes. Parce que finalement, au lieu de regarder son histoire en face et de se dire, oui, il s'est passé ça, déconstruisons-le, en fait, ils veulent pas parce que ils préfèrent bénéficier, en fait, de ce système qui leur bénéficie, de ces rapports de pouvoir qui les bénéficient. Et finalement, dès qu'on commence à en parler, on est tout de suite relégué à ces mots dégueulasses, tu vois. Enfin, souvent, quand on parle de racisme ici en France, on nous ramène tout le temps à la gueule les États-Unis. Ah, ça, oui. Les États-Unis, voilà, oui, mais aux États-Unis, c'était comme ça. Oui, mais la France a aussi bénéficié du système de la traite négrière, par exemple. Voilà, elle a bénéficié de la colonisation. La langue majoritaire en Afrique aujourd'hui encore, c'est le français. Hein. Faut pas qu'on oublie ça, par exemple. Et que c'est pas normal. Il y a eu le code noir, il y a eu le code de l'indigénat, il y a eu un statut spécifique pour les Algériens quand la France colonisait l'Algérie. Ils étaient français, mais en fait, il y avait une sorte de... Ils étaient français, mais ils avaient un statut spécial quand ils venaient sur le territoire hexagonal. Il y a même une police pour... Exactement. La BAC du 93, la BAC création coloniale aussi. Oui. Mais tu vois, tout ça montre bien quelque chose. C'est que la propagande, elle s'est faite sur le territoire, mais le racisme, en fait, toute cette maltraitance, toutes ces atrocités se sont faites à l'extérieur. Donc c'est pour ça aussi que c'est très difficile de parler de racisme de France, parce qu'il y a cet imaginaire qui s'est passé à l'extérieur et que le racisme serait interdit sur le territoire hexagonal, alors que l'esclavage s'est passé à Haïti, Guadeloupe, Martinique. La colonisation, c'était où? Sur le continent africain. Donc en réalité, dans l'esprit et dans l'imaginaire en France, le racisme, c'est un ailleurs. Exactement. Donc ça ne peut pas, c'est impossible que ce soit sur le territoire français. C'est pour ça que c'est plus facile de parler, par exemple, du racisme aux États-Unis. C'est un ailleurs. En Afrique du Sud, c'est un ailleurs. Donc, il y a aussi cette histoire que sur le territoire même, ces atrocités en hexagone se sont pas passées. Mais ça a été fait par des Français. Mais voilà, et que toutes ces choses, en fait, il y a réellement une répercussion sur nos histoires, mais sur la leur aussi. Et finalement, je me rends compte aussi que même sur le territoire français, il y a eu ces moments où il y avait la police des Noirs qui essayait, c'est Mame Fatou Niang qui l'avait expliqué dans une interview à Mediapart, il y avait la police des Noirs qui essayait de trouver des Noirs à fliquer en France parce qu'ils n'avaient pas le droit de circuler, par exemple, ou d'être sur le territoire. On a eu, par exemple, les Algériens qui faisaient face à un couvre-feu. Mais c'était caché un peu. Exactement. Quand même. C'était pas, tu vois, par exemple, les atrocités, quand il y a des gens qui ont eu des mains découpées, quand il y a eu des gens, voilà, ça c'était des choses atroces qui étaient à l'extérieur, tu vois. Et ici, tout ce qui se passe ici, en fait, était un peu caché, un peu enveloppé, en disant oui mais non, regardez, ce sont des sauvages, c'est pour ça qu'il y a ça. C'est pas parce que nous on fait des choses atroces, c'est parce qu'en fait non, ce sont des sauvages, ils sont pas comme nous. Et c'est pour ça que je dis la propagande était quand même bien placée ici, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis quand t'as égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, c'est difficile d'admettre que cette égalité, cette liberté et cette fraternité en fait ne fonctionnent en majorité que sur des personnes blanches, parce que la parole, nous, regarde, on crée des podcasts, on fait des choses, mais notre histoire, nos vécus, on est toujours analysés comme des rats de laboratoire. Ça va être des hommes blancs sur des plateaux de télé qui vont parler de nous à la place. Ils ne nous connaissent pas. Exactement. Et avec des préjugés. La femme qui va... Déjà, moi j'ai du mal à dire la femme voilée... on n'est pas voilé, on porte un voile, on porte quelque chose. On n'est pas... je sais pas. Donc, en fait, tous les débats
sur nous se fait sans nous, on va dire. Et les personnes ont l'impression d'avoir la légitimité de parler de nous, encore une fois, comme à l'époque. C'est ça. En fait, on ne nous connaît pas. On ne nous connaît pas. Et on nous assigne des choses. Exactement. En fait, finalement, c'est le même schéma. C'est que ils sont partis en Afrique, ils sont partis en Asie, ils avaient des idées préconçues sur nous, ils appliquaient en fait leurs méthodes sur nous avec les idées qu'ils avaient, parce qu'ils pensaient que les Noirs étaient des sauvages, les Algériens étaient des sauvages. Aujourd'hui, c'est la même chose finalement qui se passe sur les plateaux télé. On va parler de gens qu'on connaît pas et on va leur assigner des identités qui sont pas les leurs. C'est exactement la même dynamique. Pas la même violence finalement, parce que il y a la violence physique. Là, c'est une violence qui est beaucoup plus, immatérielle. Ça reste toujours aussi violent évidemment, mais voilà. Et puis il y a une classification aussi de la parole en fait. C'est ça. Parce que quand tu dis extrémiste, quand tu dis en fait tout ça, en fait c'est de dire que la norme c'est la parole blanche, la pensée blanche, et que quand on fait en fait au niveau universitaire ou quand nous on débat, quand on dit quelque chose, c'est victimisation. Donc on n'est plus dans la norme. La norme est la vérité, parce que là on peut même dire vérité, c'est la vision des personnes blanches et leur vision en fait de cette société. Si toi, moi, on parle de racisme, non, on se victimise. Par contre, une personne blanche qui va pouvoir débattre sur les biais racistes qu'il y aurait dans la société française, on va pas dire que elle aussi en fait elle a ses biais et que elle aussi en réalité si elle parle c'est de sa vision, de sa construction. Voilà. Donc là c'est juste la norme. On va pas analyser sa parole. La nôtre on l'analyse. Parce qu'on ne fait pas partie de la norme, notre parole n'est pas aussi importante, la façon dont on voit les choses serait biaisée par rapport aux Blancs. Inconsciemment, les gens ne se rendent pas compte, mais toujours, les choses se construisent avec une classification des gens, islamo-gauchistes. En fait, tous ces mots-là, ça permet de dire encore une fois, alors il y a la parole blanche et puis il y a les autres. Exactement, et ça, tu vois, c'est typiquement un héritage... des siècles qu'il y a eu de colonisation, d'esclavagisme. Et tu vois, ce qui est quand même ouf, c'est qu'on nous rabat chaque fois que c'est terminé, mais aujourd'hui, toutes les traces, nous, on les voit encore. Oui, et puis nous sommes aussi les concernés quand même. C'est ça, donc exactement. Si on dit que c'est pas terminé. Exactement, et les gens ne croient pas, ou bien ils vont dire oui, mais vous abusez, vous vous victimisez, mais ou bien que vous prenez ça... beaucoup trop personnellement parce que vous êtes noir, parce que vous êtes arabe. Mais il y a de quoi prendre ça personnellement en fait, c'est notre vie, c'est mon quotidien. Donc je ne peux pas me dégager de mon quotidien, on va dire. J'aimerais ne pas prendre ça personnellement, que ça n'existe plus, que je n'ai plus à vivre ces choses, que tu n'es plus, que nos enfants vivent plus. Mais en fait, c'est ce qu'on demande. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Quand on manifeste, quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux par exemple, mais c'est pas fun. Voilà, oui. Moi, ça me saoule de faire un podcast sur les questions de discrimination, par exemple. Et on aimerait passer à autre chose, sauf que c'est pas le cas. C'est ça, donc on est obligé d'en parler. Il y en a qui disent qu'on en fait trop, mais non, en fait. On n'en fait pas assez, quotidien. même des fois. Après, c'est notre quotidien, c'est tout ça, simplement. Exactement. Donc on est obligé d'en parler parce que personne ne le fait pour nous. Donc on est obligé de prendre les rênes et go. Ouais, c'est ça. Du coup, tu me disais un petit peu tout à l'heure par rapport à toi, tes parents et tout ça, et tu disais qu'aujourd'hui la génération était peut-être plus consciente. Moi, je me pose la question, en réalité, est-ce que nos parents, ils n'étaient pas déjà conscients et qu'il n'y avait pas déjà une espèce de révolte qu'on n'a pas perçue, on va dire? C'est possible. C'est possible. Ils n'avaient pas le temps, enfin, ils n'avaient pas le luxe de pouvoir en parler, mais c'est vrai que... par exemple, moi, quand je vois mes parents ou mes oncles, mes tantes, il y avait toujours cette colère, en fait, en eux, par rapport à la France, quand ils en parlaient. Ils avaient pas c'était pas une haine, c'était une colère, une sorte de frustration de pas être considérés comme des personnes à part entière, ici. Et je le voyais dans le discours de ma mère, quand elle disait, elle aussi, oui, oublie pas que t'es français de papier avant tout. Elle saisissait les choses. C'est pas... Quand je disais que, par exemple, mes parents courbaient le dos, je le disais parce que dans le sens où c'était un instinct de survie. Voilà. Et finalement, il y a toujours eu ces petites choses indirectes de, comme j'ai dit, ouais, t'es français de papier, oublie pas d'où tu viens. Ici, on t'acceptera jamais comme t'es entièrement. Donc, fais attention à toi, fais attention à comment tu te construis.
Donc, je pense que ça, là, ces petits mots, en fait, c'est le symptôme je dirais pas d'un mal-être, mais d'une frustration de pas être considéré comme un Français, comme une personne normale, de pas pouvoir accéder à un meilleur job, par exemple. Ça, typiquement, c'est un truc que j'ai ressenti autour de moi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que ma mère veut bientôt rentrer au Maroc. Même si elle a pris beaucoup d'habitudes ici, en ayant vécu en France pendant 30 ans, il y a ce truc qui fait que elle s'est jamais vraiment sentie chez elle et on lui a jamais fait sentir qu'elle était chez elle en France, même quand elle a acquis la nationalité. À la fin de la journée, elle est toujours considérée comme une Arabe. Voilà. Moi, je suis persuadée qu'en réalité, nos parents étaient très conscients. Moi, je pense que la différence entre les générations d'avant et celle d'aujourd'hui, par exemple la tienne et celle qui va venir après, par exemple la mienne, celle d'avant, c'est les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a fait un énorme bien pour pouvoir entendre tout type de paroles. Ils avaient juste pas les mêmes supports. Moi, je suis persuadée, tu vois, les révolutions qui se sont faites avant, tu vois, Fatima Ouassak disait « Nos parents ont libéré l'Afrique ». Voilà. Je pense que cette révolution, faut pas croire, elle date de bien avant nous. Nous n'avons juste pas les mêmes armes aujourd'hui. On a les réseaux sociaux, on a différents types de supports, mais en réalité, je pense que nos parents ont été très éveillés très tôt, que les générations d'avant ont fait énormément. C'est à nous de continuer. Voilà. Et le seul problème, encore une fois, c'est ce manque de récit, de traçabilité. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de laisser une trace pour les générations futures. Pour se dire, reposez-vous sur les choses qui se sont déjà faites. Et c'est aussi le problème de la colonisation pour moi, c'est qu'on a l'impression que tout a commencé à partir de ce moment-là. Tu vois, ne pas oublier que nous avons des histoires, nous avons une civilisation, nous avons une culture, nous avons... tous nos pays ont existé bien avant l'esclavage et des siècles avant, et bien avant la colonisation. Et on a l'impression que tout démarre de là, alors qu'en réalité, on existait. On a un héritage de plusieurs siècles. Et c'est pareil pour nos parents. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est grâce à eux, c'est grâce aux générations d'avant. Et aujourd'hui, on peut parler, on peut faire des podcasts, mais qui a décolonisé les pays? C'était pas nous. Les parents, les grands-parents. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis... faut rendre hommage à leur combat. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense que même dans les foyers Sonacotra, même dans toutes ces choses, en fait, les organisations, la marche qu'il y a eu, il y a eu des choses qui ont été faites. Le seul problème, c'est qu'il est difficile de les trouver, de regarder la traçabilité, et qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent en fait une diffusion de l'information et de nos voix, de nos paroles, plus largement et plus rapidement. Mais je suis persuadée qu'il y a eu plein de petites choses en fait dans les combats de nos parents et comme on était enfants justement, qui nous sont passés à la trappe. C'est comme aujourd'hui, tu vois, quand ma fille écoute Beyoncé, elle a l'impression qu'elle l'a découverte. Et elle me dit, tu connais pas ça, maman? Et je la regarde en rigolant, en me disant, mais tu rigoles ou quoi? C'était toute ma jeunesse. Bah oui. Et tu vois, et c'est de se dire aussi que quand on est une génération d'après, parfois on sait pas en fait, parce qu'on a des regards d'enfants, et de se dire, il est important qu'on s'assoie à un moment et qu'on parle avec nos parents en disant, mais peut-être qu'ils vont pas le faire parce qu'ils nous considèrent encore comme des enfants, même si tu as peu importe l'âge, voilà. Ouais. Mais de se dire, je suis sûre qu'il y a eu des révoltes, qu'il y a eu des organisations qui se sont faites alors que nous-mêmes, on n'était même pas au courant. Parce qu'ils voulaient nous protéger de toutes ces choses. Mais je pense que qu'il y a eu plusieurs révoltes qui sont faites sans nous. Par exemple, le combat contre les violences policières, il date pas du mouvement Justice pour Adama, il date des années 70, 80. C'est ça. Quand nos parents venaient d'arriver en France pour certains, tu vois, et qui ils en parlaient, ils se battaient, ils faisaient des marches blanches, ils étaient là à faire reconnaître leur droit de vivre finalement. Et même, tu remontes encore un peu plus loin dans les années 60, les Algériens aussi ont manifesté en France. Tout à fait. Pour se faire reconnaître leur droit à la vie aussi. Et ces Algériens de l'époque, ils ont quel âge aujourd'hui? C'est la génération des grands-parents et des parents. Donc il y a eu des choses, on va dire. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont été d'un côté effacées par la France, parce que ça leur bénéficie pas. Et de l'autre côté, il y a aussi, j'ai l'impression, une sorte de, je dirais pas tabou, mais une pudeur. Oui. Une pudeur vis-à-vis de ces combats passés aussi. Qui, parfois, quand je vais aller vers un de tes grands-parents pour
lui demander de te raconter un peu comment c'était avant, il va pas tout te dire parce qu'il y a aussi une part de trauma qui est refoulée malheureusement. Et c'est à nous vraiment de chercher et de pas seulement se dire oui mais nos parents courbaient le dos. Il y a des parents qui l'ont fait, il y en a énormément qui l'ont fait, ils étaient obligés malheureusement. Mais il y en a aussi qui se sont battus. Il y en a aussi qui se sont battus, il faut qu'on reconnaisse leur combat. Ça, c'est obligé. Puis on court pas le dos tous les jours, en fait. Bah, bien sûr. Il y a peut-être des petits moments de révolte. Ma mère, quand le vigile lui avait contrôlé son caddie, la seule personne à qui contrôle le caddie, c'était elle, mais elle a commencé à crier. Et ben, ça, c'est une révolte. Non, mais c'est ça. Voilà. C'est ça. Des petits trucs comme ça. Quand un client parlait mal à mon père à la caisse et que mon père le rembarrait, c'est une révolte aussi. Hein. C'est une micro-révolte, mais ça reste une révolte. Parce que la personne, à la fin... peut-être qu'elle se dira, bah, finalement, j'arrêterai de mal parler au caissier racisé, par exemple, ou au caissier tout court. Non, mais c'est sûr. Et du coup, par exemple, toi, qu'est-ce que tu vois justement d'une génération comme la mienne par rapport au racisme entre nous, je sais pas comment on pourrait intercommunautaire. dire ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire parce qu'en fait, on parle aussi beaucoup de racisme des blancs envers. Voilà, j'appellerais même pas ça du racisme en fait entre nous, mais des préjugés qu'on a pu, comment dire ça, induire, enfin qu'on a pu en fait inconsciemment faire entrer en nous, parce que moi clairement dans ma génération on a eu ça on avait des mots, c'est en grandissant et c'est avec la réflexion que je me suis dit waouh, il m'a appelé comme ça quoi, ou alors je lui ai parlé comme ça, parce que on vit en fait en France aussi, donc inconsciemment on a intégré aussi les préjugés qu'on a des uns des autres, des communautés. Qu'est-ce que t'en penses et est-ce que t'as déjà vécu ça toi par exemple moi dans ma génération? Oui, dans ta génération. Oui, il y a entre, par exemple, les Noirs et les Arabes, il y a une sorte de fraternité, d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a aussi énormément de racisme. Et surtout, en majorité, ça vient des communautés maghrébines en France. Parce que, c'est pas un secret, il y a eu aussi une traite arabo-musulmane en Afrique subsaharienne. Il y a un racisme systémique dans les pays du Maghreb. Et quand il y a eu l'immigration maghrébine en France, elle a aussi rapporté avec elle ses préjugés. Elle en a construit d'autres, évidemment. Et par exemple, il y a toujours cette phrase-là que sort une sorte de youtubeur dont je citerai pas le nom, c'est « on est frères, mais pas beaux-frères ». Et c'est ça, en fait. C'est qu'il y a, du côté des Maghrébins, il y a une sorte de... Oui, on peut être amis entre Noirs, on peut traîner ensemble, faire les 400 coups, étudier ensemble. Mais par contre, tu toucheras jamais à ma sœur, tu toucheras jamais à mon frère. Parce que t'es noir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une mini prise de conscience sur ces questions-là. On en parle beaucoup plus et on voit qu'on touche quelque chose, qu'on touche un point sensible parce que tout de suite, on nous dit oui, mais vous abusez. Il n'y a pas ça chez nous, par exemple. Il n'y a pas de racisme chez nous. Ou bien on nous dit... Est-ce que c'est du racisme, vraiment ? Il y a des cas où c'est vraiment du racisme, ouais. Qu'est-ce que tu mets dans le mot racisme, par exemple ? Un rapport de pouvoir, déjà. C'est un rapport de pouvoir basé sur la race. Et ça, on le trouve dans les pays arabes et maghrébins. Vis-à-vis des communautés noires africaines. Il y a vraiment un rapport de pouvoir. Et même et si on va encore plus en profondeur, dans la communauté musulmane même, il y a cette idée que les Maghrébins et les Arabes parlent arabe, donc ils ont une supériorité intellectuelle sur les Noirs qui n'ont pas l'arabe comme langue maternelle et qui doivent l'apprendre pour comprendre le Coran. D'accord. Donc oui, il y a du racisme, il y a des préjugés, il y a du racisme. Et en France aujourd'hui, pour toi, c'est quelque chose... On commence à en parler un peu. Ouais. Entre communautés, mais comme je disais, en fait, on commence à toucher un point sensible parce que tout de suite on dit ouais, mais non... donc ça n'existe pas, ou sinon, mais focalise-toi déjà sur le racisme que les Blancs ont envers nous. Mais en fait, on peut pas faire qu'une seule focale, c'est multiple. Tu peux pas combattre un fléau et en ignorer un autre. C'est pour ça que moi je suis pour la convergence des luttes aussi. C'est important de se rendre compte de tous les problèmes qu'il y a dans une société et de se rendre compte qu'il y a une expérience collective de l'oppression et qu'on pourra battre que si on bosse ensemble en fait.
Et à ton avis, ça vient d'où, par exemple? Alors, tu n'es pas une personne asiatique, hein, mais le racisme, du coup, des personnes asiatiques, alors, ça peut être des personnes noirs, maghrébins, qui peuvent avoir du racisme anti-asiatique. Et ça peut être aussi des personnes asiatiques qui peuvent être racistes contre les personnes noires et maghrébines. Moi, j'ai pas d'explication là-dessus. Ce que je sais, c'est que le racisme anti-asiatique en France, moi, de ce que je constate, j'ai pas étudié la question en profondeur, mais je me rends compte que c'est un racisme qui a d'abord été construit par les Blancs avec le mythe de la minorité modèle. Et il y a une sorte de compétition en fait qui a été créée. Dans le sens où, oui, regardez, eux, ils sont ensemble, ils travaillent dur, ils gagnent bien leur vie. Et pourquoi vous faites pas ça? Donc ça crée une sorte de sentiment de compétition. Et on se dit, mais regarde, eux, ils sont communautaires, ils nous aiment pas, donc nous aussi, on va pas les aimer. Et si eux aussi, ils ont des problèmes de racisme ou de violence policière, on va pas en parler parce qu'eux-mêmes, ils nous aiment pas, en fait. Ils veulent pas nous inclure. C'est pas diviser pour mieux régner? C'est exactement la phrase que j'allais sortir. Voilà, tu me l'as ôté de la bouche. Mince. Mais je pense qu'il y a une part de ça. Et voilà, tout simplement, pour l'instant, c'est l'idée que j'ai. Et que je compte faire davantage de recherches là-dessus plus tard pour le podcast en intersection. Super. Non, mais c'est une question qui m'intéresse aussi parce que dans le sens où, par exemple, dans la classification de l'être humain, bien sûr, on avait l'homme blanc, quand Paul Broca, en fait, avec les crânes, avait classifié les êtres humains. La craniométrie, ouais. Exactement, c'était d'abord l'homme blanc, ensuite l'homme asiatique. Enfin, l'homme asiatique, il n'était pas asiatique à l'époque, c'était un homme asiatique. Et après, justement, l'homme arabe, voilà. Et après, l'homme noir, et ensuite le singe. Donc, vu comme ça, c'est un héritage, ouais. Voilà. Et donc de se dire, en fait, est-ce que parfois ces rapports, en fait, en France, entre les personnes qui ont vécu qu'ici, est-ce qu'il peut avoir, en fait, justement, ce genre de, puisqu'on y vit tous, hein, qu'on soit né ou pas. Si en fait les personnes blanches intègrent des préjugés, nous on n'a pas de, voilà, on les a intégrés aussi inconsciemment. Donc est-ce qu'on n'est pas aussi en fait dans ces préjugés là et on devrait pas faire aussi très attention à tous les préjugés que la société en fait dans laquelle nous vivons en fait contribue à nous faire intégrer, comme l'homophobie, tout ce qui est transgenrephobie, enfin toutes ces, voilà, le validisme. Donc est-ce que, voilà, donc c'est aussi pour dire, est-ce que est-ce que tu as l'impression que ta génération à toi est quand même assez elle est plus ouverte, ouais. Il y a un processus de décolonisation de l'esprit, c'est-à-dire qu'on essaie de déconstruire petit à petit les préjugés qu'on a envers nous-mêmes et envers les autres communautés. C'est ça. C'est là par exemple, tout ce qui est idéal de beauté, tout ce qui est préjugé racial envers une autre ethnie, on commence à s'en rendre compte. On n'est pas, comment dire, on pourra jamais se déconstruire totalement. Moi, je sais que je vais avoir des préjugés toute ma vie. Mais j'en ai conscience. Et tu as quel âge, toi, d'ailleurs? J'ai 25 ans, j'ai fêté mes 26 ans dans 2 mois. Voilà. Donc, je sais que comme je disais, je sais que j'ai encore des préjugés et que ça partira sûrement pas parce que j'ai grandi avec, mais j'en ai conscience. Donc, à partir du moment où je vais regarder telle ou telle communauté, je vais me dire, ah, elle est comme ça, tout de suite, bim, il va y avoir un bouton d'alerte qui va s'enclencher et je vais me dire, mais attention, essentialise pas tout le monde. Et là, ça va se passer vraiment en 5 secondes. Et ça, je pense que tu vois, ces 5 secondes-là de réflexion, on commence de plus en plus à les avoir dans ma génération, je pense. Et la tienne? Je pense que la mienne, non, c'est pas... Alors, c'est des choses où on se déconstruit, on va dire, à mon âge, ou peut-être il y a... Allez, j'ai été peut-être plus sensibilisée à des causes qui n'étaient pas mon vécu personnel il y a 5 ans, on va dire. Mais avant ça, je m'étais pas posé la question du validisme, de la grossophobie, de tout ce qui est transphobie, tout ça. En fait, je m'étais pas posé la question. J'avais clairement en fait des idées en me disant non, c'est des choses horribles d'être transphobe ou d'être, voilà. Mais
je m'étais pas questionnée moi-même, en fait. C'était juste, pour moi, c'était un acquis de me dire, bah ouais, en fait, chacun fait ce qu'il veut, chacun a le droit d'exister comme il veut. Et puis, en plus, j'ai vécu aussi en Asie, et ce qui faisait que, par exemple, les questions de genre, par exemple, quand j'allais dans des toilettes, de se dire, bah oui, il y a des toilettes non genrées, c'était normal, on va dire. Mais je me suis réellement pas posé la question. La grossophobie, c'est la même chose. Je me suis jamais posé ce type de questions. Et je trouve intéressant, en fait, et même le validisme, aujourd'hui, de se dire, bah ouais, la société, en fait, elle te construit sur énormément de choses, et tout ça, c'est des choses aussi à déconstruire. Bah moi, par exemple, j'ai eu cette déconstruction, elle a commencé au début de ma vingtaine. Toi, plutôt au début de ta trentaine. Ouais. J'espère que les prochaines générations, ce sera au début de leur dizaine. Bah écoute, moi j'en parle à mes filles déjà. C'est quelque chose, par exemple, ça peut choquer des gens, mais c'est quelque chose que je dis tous les jours, peut-être pas tous les jours, j'exagère, mais que je dis à ma fille régulièrement, celle de 10 comme celle de 5, de se dire, ne serait-ce que sur le corps, ne serait-ce que sur le féminisme, de se dire, en fait, non, t'es pas obligée de te marier, ma fille. C'est pas quelque chose de, voilà, c'est pas une fin en soi, et c'est pas ce qu'on attend, voilà, sois heureuse et cherche-toi. Et c'est pareil, sur la question de genre, je lui dis, c'est ma fille, mais je lui dis, mais en fait, si un jour tu reviens avec une fille, un garçon, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et on a eu cette conversation avec ma mère, parce que ma mère, du coup, d'une autre génération, a dit à ma fille, parce que ma fille dit, tu sais, on peut être amoureuse de peu importe. Et ma mère a dit, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec moi, parce que mon oncle est homosexuel, donc elle dit, je suis tout à fait d'accord avec moi, mais regarde tonton. T'as vu sa vie, comment elle est difficile? Mais j'ai trouvé ça horrible quand elle lui a dit ça. Horrible. Mais j'ai dit, mais maman, j'ai dit, mais c'est horrible ce que tu dis à ma fille et tout ça. Elle dit, non, mais elle se marie avec qui elle veut. Et je dis, mais déjà, ma fille lui a dit, je suis pas obligée de me marier, c'est pas. Et en fait, c'est de se dire, ne serait-ce que quand on parle avec nos parents, quand tu parles de genre, on te parle de sexualité, de mariage. Et ça a été incroyable. Mais c'est super intéressant parce que tu vois, moi, je dresse un constat, c'est que nous-mêmes, en fait, en tant que personnes racisées issues de plusieurs cultures, on est traversé par des oppressions de tous les côtés. Clairement. Mais c'est incroyable parce que on a l'oppression de la blanchité, mais aussi on a l'oppression de l'origine dont on vient, c'est-à-dire des préjugés qu'ils ont aussi. Exactement, c'est ça. Voilà. Mais c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, nous, dans ma famille proche, on n'a pas de... Je pensais qu'on n'avait pas, en fait, à tort, je pensais qu'on n'avait pas cette oppression de l'homophobie, mais ça m'a fait bizarre, en fait, que ma mère dise à ma fille, en fait, et elle s'est justifiée en disant, tu peux être ce que tu veux, t'as raison, mais n'oublie pas le poids que ça fera sur ta vie. Et en fait, elle lui met tout de suite l'idée du poids, ça veut dire, choisis la norme parce que sinon ça va être un poids supplémentaire. J'ai trouvé ça horrible. Ouais. Mais voilà. Donc du coup en fait on se dit en tant que personne racisée ça n'exclut pas, on va dire aussi les questionnements sur autre chose que le côté l'assignation, on va dire à la couleur, c'est aussi l'assignation au genre. Et il y a aussi le validisme et tout ça. D'où l'importance d'une lecture intersectionnelle des oppressions. Parce que il y a quelques semaines encore on me disait que dans les médias, on nous disait que c'était un nouveau séparatisme, mais finalement, on est obligé d'avoir cette lecture-là. C'est un outil pour comprendre tout ce par quoi on est traversé. Moi, si j'avais pas eu cette question-là de l'intersectionnalité, je pense pas que je me serais pensé comme je suis aujourd'hui. Ça fait bader. Ça fait bader. Il y a des moments de cette conversation où il y a eu de l'optimisme, et là, tu te rends compte que finalement... Il y a encore beaucoup de choses à régler. Ouais. Et je pense que... Mais on en parle. On en parle. Et t'en parles à tes enfants. Ouais. J'en parlerai aux miens. J'en parlerai à mes neveux. Et je pense que en prenant le problème dès la jeunesse, en discutant avec nos enfants dès la jeunesse, on évitera de perpétuer certains traumas, certains complexes d'infériorité. Comme tu fais très bien avec tes filles. Et pour ça, c'est absolument génial. Merci. Voilà. Bon. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles. 5, ainsi 5, que 5. De partager autour de vous, que ça soit sur Twitter, Facebook. Et sur Instagram. On est encore sur Instagram.
Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com. À très bientôt, Ulrich. Moi, quand je serai grande, je serai actrice.